Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer les effets de la société sur les individus à travers un exemple pop, pulp et... pingouin. Bienvenue dans la matrice. Alors je tiens à préciser que je vais pas faire ici une analyse complète de l'œuvre des Wachowski parce que ça me prendrait au moins 42 épisodes et une bonne douzaine de Prozac, mais je vais plutôt me concentrer sur certains points qui me permettront de montrer ce que je veux dire sur la société. Je sais qu'à moins d'avoir vécu dans une grotte ces 20 dernières années, il y a peu de chances que vous soyez passé à côté du phénomène Matrix. Mais je vais quand même en résumer les grandes lignes au cas où vous auriez besoin d'un petit récap. Réalisé par les frères et sœurs Wachowski en 1999, je marque ici une petite parenthèse, lorsque j'ai écrit cette chronique, Andy Wachowski n'avait pas encore achevé sa procédure de changement de sexe et n'était donc pas encore connu sous le nom de Lily Wachowski. C'est pourquoi je parle des frères et sœurs Wachowski et non des sœurs Wachowski. Matrix est un film d'anticipation, science-fiction, kung-fu, action, #superfilm, qui a révolutionné les codes du blockbuster hollywoodien. Intelligent, fun et surtout très classe, on a vu naître un film qui arrivait enfin à dépasser les summums du divertissement sans pour autant demander au spectateur de débrancher son cerveau en entrant dans la salle de cinéma. We're in. Thomas Anderson, donc, joué par Keanu Reeves, est un travailleur lambda à la vie chiante qui, la nuit, devient un pirate geek sous le pseudonyme de Neo. En se faisant recruter par Trinity, joué par Carrie-Anne Moss, et Morpheus, interprété par Laurence Fishburne, il prendra conscience que l'humanité vit en réalité dans un avenir post-apocalyptique et que le monde qu'il connaît n'est qu'une interface créée par des machines pour asservir l'humanité qu'elle cultive et de laquelle elle tire son énergie. Seules les personnes libérées de l'emprise de la matrice ont conscience de la réalité et se battent pour sauver l'humanité de l'asservissement des machines. En temps normal, l'équipe de Morpheus ne libère que des personnes assez jeunes, car leur esprit n'a pas encore eu le temps d'être complètement conditionné par la matrice, et ils acceptent ainsi mieux le monde réel quand on leur révèle la supercherie. En revanche, passé un certain âge, l'esprit est tellement habitué au monde qu'il a toujours connu, qu'il ne peut pas croire à la nouvelle réalité qu'on lui propose, et il résiste ainsi de toutes ses forces contre son acceptation. La raison pour laquelle Morpheus a tout de même libéré Neo, c'est parce que ce dernier est l'élu, celui qui devrait être capable de sauver l'humanité, notamment en surpassant les fameux agents de la Matrice, des espèces de super flics en costume-cravate et aux capacités surhumaines qui peuvent prendre possession de n'importe quel humain encore connecté à la Matrice. Donc voilà pour l'histoire. Pour ce qui est du sens ou des messages plus ou moins cachés, il faut d'abord savoir qu'ils sont très nombreux. Ah bah c'est bien simple, hein. Il y a plus de niveaux de lecture dans Matrix que d'explosions dans la filmographie complète de Michael Bay. Du coup, de façon assez évidente, je vais pas revenir sur tous les niveaux de sens qu'on peut trouver dans Matrix. Par conséquent, l'un des premiers sens de Matrix, c'est avant tout de se placer comme une critique de la surconsommation et de la société capitaliste et aliénante de façon générale. Comme l'explique l'agent Smith à Morpheus, la première version de la Matrice était parfaite, une espèce de paradis terrestre où tous les humains vivaient heureux, mais ce havre de paix a été un désastre politique. Il semble donc, d'après les machines, que la seule façon d'élever des humains soit de créer une société capitaliste et aliénante, au sein de laquelle se jouent des rapports de pouvoir et de domination. Et de fait, c'est bien ce que représente la Matrice. Les passages qui se déroulent dans la Matrice font presque toujours référence à la société de consommation, au travail abrutissant et aliénant et à la domination. Les gens sont habillés pratiquement de la même façon, avec des dingues noires, et ce conformisme vestimentaire n'est jamais rendu de façon aussi évidente que par les agents, véritables gardiens des normes de la Matrice. On peut également remarquer que la première fois que Morpheus décrit la matrice à Neo, il n'emploie que des images de la société aliénée en citant divers éléments de contrôle. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Neo. On voit que si on remplace matrice par société capitaliste dans cet extrait, ça marche quand même plutôt bien. Mais un exemple qui, à mon sens, permet de montrer immédiatement le caractère aliénant de la vie que mène Neo, c'est le fait qu'il travaille dans un open space. Et l'open space, c'est le mal. C'est le symbole incontestable et parfaitement accepté du contrôle social capitaliste. Celui qui va anéantir notre individualité et nous transformer en moutons accumulateurs et névrosés, affiblés de la même velléité qu'en rhododendron social-démocrate sous mescaline. Bon.
Je m'emporte, mais je vais vous expliquer. L'open space, c'est tout simplement la déclinaison au monde du travail moderne d'un modèle de prison inventé par l'économiste anglais Jeremy Bentham. Jeremy, donc, est un philosophe anglais né à Londres en 1748 et qui est notamment connu pour être le cofondateur avec son ami John Stuart Mill de l'école de pensée dite des utilitaristes. Alors, je vais pas m'étendre sur les utilitaristes aujourd'hui parce qu'on va clairement pas avoir le temps, mais j'en parlerai de ça. L'idée de Bentham, à la base, c'était juste d'économiser du pognon. Créer une prison qui ait besoin d'employer le moins de personnes possible pour surveiller les prisonniers. Alors, au début des années 1800, il arrive avec un concept assez énorme, en fait, un plan de prison qui serait construit de façon circulaire, avec en son centre une tour avec un unique gardien et toutes les cellules ouvertes. Enfin, ouvertes dans le sens à la vue du gardien, quoi. Et ce qu'il dit, c'est que finalement, un mec tout seul peut surveiller la prison. Il suffit de mettre un mec dans la tour du milieu qui serait caché de façon que les prisonniers puissent pas le voir, et puis rien que le fait qu'il puisse possiblement être en train de regarder n'importe laquelle des cellules, tous les prisonniers vont se comporter comme s'ils étaient en train de se faire regarder. Ce qu'on appelle du contrôle social par la surveillance. Finalement, il n'arrivera jamais à faire construire réellement une de ces prisons de son vivant, mais après lui, des philosophes reprendront certaines de ses idées et mettront en plan des réelles constructions qui existent encore aujourd'hui. Et l'open space, c'est pareil. On crée des espaces de travail ouverts, de façon que tout le monde peut voir ce que tu fais, et là ce qui est encore plus fort, c'est qu'il n'y a même plus besoin de gardien, puisque c'est tes collègues qui vont t'observer et qui vont te stigmatiser si jamais tu fais des trucs pas bien, du genre t'es le dernier arrivé, t'es le premier à partir, tu passes ta journée à Facebook au boulot, tout le monde le voit, et là le contrôle social s'organise de l'intérieur. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, ça peut être facile, au moins moralement, de s'attaquer à l'autorité. Parce qu'on a le sentiment de s'opposer à quelque chose de plus grand que nous, donc quelque part, c'est valorisant. Le côté seul contre l'autorité, ou à la limite, avec tous ses égos, la masse contre l'autorité. Mais là, c'est pas pareil, parce que c'est pas à l'autorité qu'on s'attaque, c'est à nos égos. Et c'est beaucoup plus difficile de s'attaquer à nos égos. Le parallèle entre l'open space et le panopticon de Bentham, ça vient en fait du philosophe Michel Foucault dans un livre de 1975 intitulé « Surveiller et punir ». Ouais, parce qu'en fait, je l'avais pas précisé, mais la prison de Bentham, elle s'appelle le panopticon. Ou panoptique. Panopticon, c'est juste le mot en grec, donc c'est plus classe, mais c'est pareil. Panoptique, c'est pareil. Ce que nous dit Michel Foucault dans Surveiller et punir, c'est en fait très intéressant parce que ça nous permet de comprendre comment a évolué la société à travers son désir de contrôle des individus. Ce qui nous explique, c'est qu'en fait, sous l'Ancien Régime, on n'avait rien à faire de contrôler vraiment comment les gens mangeaient, pissaient, cagaient. Tout ce qu'on faisait, c'était de les punir quand ils faisaient quelque chose de mal. Voilà, donc tu voles, tu tues, tu sodomises des chairs avec un moine unijambiste et une vache normande en manque de satisfaction scatomasochiste à la pleine lune, tu te fais punir. Mais bon, après, on s'en foutait de contrôler les individus au jour le jour dans la société tout au long de leur vie. Mais bon, ça, c'était avant. Après la chute de l'Ancien Régime, il écrit que la société cherche maintenant plutôt à contrôler l'individu, à neutraliser son état dangereux, à modifier ses dispositions criminelles et à ne cesser qu'une fois ce changement obtenu. On voit bien là l'avènement d'une société omniprésente, qui veut endiguer les passions et contrôler l'individu à n'importe quel moment de sa vie. Et ce contrôle a d'ailleurs été tellement intériorisé par les individus eux-mêmes qu'ils se font maintenant les agents de sa continuité. Et c'est bien ça qui est montré dans Matrix, mais de façon beaucoup plus imagée, parce que si dans la société de tous les jours, nous sommes contrôlés et nous faisons partie du contrôle en permanence, dans la matrice, ce contrôle est symbolisé par les agents. Et il est particulièrement intéressant de remarquer que toute personne qui n'aurait pas été préalablement déconnectée de la matrice peut potentiellement se transformer en agent. Ça montre bien que toute personne intégrée au système est en fait un agent de contrôle de ce système. Mais trêve de salamalek, j'ai un cassoulet sur le feu, alors rentrons dans le vif du sujet. Ça n'attend jamais le cassoulet. Une des idées que je trouve absolument brillante dans les films Matrix, ça a été de montrer de façon physique des éléments qui restent normalement invisibles dans la société de tous les jours. Je parle ici des règles sociales, des codes sociaux, bref, des normes. Pour vivre en société, on entend souvent qu'il faut respecter des normes. Certaines sont faciles et évidentes, on les apprend au plus jeune âge, ça va être dire bonjour à la dame ou ne pas mettre le doigt dans son nez. D'autres sont plus subtiles et nécessitent un long apprentissage, comme reconnaître approximativement le statut social de la personne qui est en face de nous et adapter notre langage en conséquence. Toutes ces règles tacites, mais communément admises, rentrent donc sous ce que nous pouvons appeler des codes sociaux. Si les codes sociaux sont invisibles dans la société, ils sont pourtant bien visibles dans Matrix. Le code,
le machin vert qu'on voit défiler tout au long du film. C'est ça les règles de la matrice. C'est son code. Et le pouvoir de l'élu, c'est justement celui de ne pas suivre le code. Voir et connaître les règles de la matrice, mais être capable de s'en abstraire. Et c'est sur ce point particulier que je vais faire le parallèle entre l'activité sociologique et les personnages de Matrix. Les personnages dans Matrix, ceux qui sont encore branchés à la matrice, ne voient pas la société, ils ne voient pas le code, ils ne peuvent pas s'en abstraire. Ce qui n'est pas le cas des gens qui vivent dans le monde réel, des personnages qui ont été libérés et qui voient ainsi le code défiler sur les écrans et peuvent donc objectiver, c'est-à-dire voir de façon objective ce code de la matrice qui peut être décodé par les opérateurs tels que Tank, qui vient directement du monde réel, et qui regarde donc la matrice comme d'un point de vue extérieur. C'est exactement ce qu'essaye de faire le sociologue. Observer la société et tenter de faire un compte-rendu des règles qui la régissent. Et voilà l'un des cœurs du problème. De la même façon qu'il peut être très difficile d'accepter la réalité quand on sort de la matrice, il est très difficile pour les gens habitant dans une société d'accepter les propos du sociologue quand ils vont à l'encontre des perceptions qu'ils ont du monde social. C'est notamment l'une des raisons pour lesquelles le discours des sociologues a autant de mal à percer dans le discours ambiant général. Et on peut le comprendre, parce que quand un scientifique traditionnel va leur faire un discours sur la masse du noyau ou la distance des étoiles, ce n'est pas a priori quelque chose de perceptible, donc on va le croire sur parole. Mais si quelqu'un va lui parler du monde social, de sa classe sociale, de comment les gens évoluent en société, là, c'est quelque chose dont les gens peuvent se sentir investis, puisqu'ils vivent dans cette société. Et donc tout le monde se pense légitime pour produire un discours cohérent là-dessus. Sauf que, sans avoir une méthode spécifique, le discours n'est absolument pas cohérent ni scientifique. Ce ne sera que le résultat de la socialisation. Sous la forme de ce que Durkheim appelait l'illusion de la transparence. En effet, chaque sujet social entend comme, pense qu'il est ipso facto savant de l'homme. C'est notamment un problème sur lequel est revenu le sociologue François Dubé dans un article de 2002 intitulé « Pourquoi ne croit-on pas les sociologues ?» Dubé, c'est un spécialiste de la sociologie de l'éducation et il a notamment beaucoup travaillé sur les institutions scolaires. Et ce qu'il remarque, c'est que le discours scientifique qu'il produit sur ces mêmes institutions ne sont en général pas pris au sérieux par les acteurs mêmes de ces institutions, à savoir le monde des professeurs. On pourrait pourtant s'attendre à ce que les professeurs, qui devraient normalement être habitués à lire des articles scientifiques, reconnaissent ici l'autorité du sociologue. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Mais on ne peut pas leur en vouloir, parce que, de leur point de vue, les propos du sociologue sont effectivement faux. Dans son article, Dubé prend l'exemple de la baisse du niveau scolaire dont on entend parler depuis un bon nombre d'années maintenant. Bon, et bien à ce sujet, la très grande majorité des professeurs est d'accord pour dire qu'il y a une réelle baisse du niveau scolaire. Pourtant, du point de vue du sociologue, cette affirmation est fausse. Et avec des preuves à l'appui. Et pour ça, il suffit de comparer les résultats scolaires de ces 50 dernières années. On va raisonner en termes de classe d'âge. Une classe d'âge, c'est tous les individus rentrant dans une classe au même âge. Par exemple, tous les individus rentrant en CP en 2015 forment une classe d'âge, qui passeront leur bac en 2025, quelque chose comme ça. Bon, et ben en 1950, 50% d'une classe d'âge obtenait le certificat d'études primaires. Le certificat d'études primaires, c'est le diplôme qu'on passe à la fin du CM2 pour rentrer au collège. Donc uniquement la moitié de la population obtenait le certificat le permettant de rentrer au collège. En 2000, 65% d'une classe d'âge obtient le baccalauréat. En regardant les chiffres, c'est indéniable, le niveau scolaire a réellement augmenté. Puisque dans les années 50, c'est la moitié de la population qui n'allait pas jusqu'au collège, alors que dans les années 2000, 65% d'une classe d'âge obtient le baccalauréat. Et encore, si on avait pris les chiffres sur l'entrée au collège, je pense qu'on était vraiment pas loin des 100%. Mais si les chiffres sont si incontestables, pourquoi sociologues et professeurs ne tombent-ils pas d'accord ? Parce que le sociologue regarde la société du dessus comme quelque chose de global, alors que de son point de vue, le professeur a effectivement pu constater une baisse de niveau. Et oui, parce qu'il faut bien comprendre ça. Dans les années 50, les professeurs recevaient 50% d'une classe d'âge au collège. Mais c'était évidemment les 50% les mieux éduqués de la population, qui avaient effectivement un bon niveau. Avec la démocratisation scolaire, de plus en plus d'individus ont été capables de fréquenter les établissements scolaires pendant des durées de plus en plus longues. De cette façon, on a vu arriver dans des classes de plus en plus hautes des élèves d'origine de plus en plus modestes qui avant n'accédaient pas du tout à ces classes-là. Donc du point de vue du professeur, qui avait devant eux uniquement une élite intellectuelle, se sont retrouvés avec des classes beaucoup plus mixtes socialement. Et donc de leur point de vue, le niveau a effectivement baissé, puisque les bons élèves se sont fait de plus en plus rares.
Et c'est bien là le travail du sociologue, comprendre la société de façon globale sans être ébloui par ses expériences personnelles. Un peu de la même façon qu'il faut accepter que la matrice est un monde factice avant de pouvoir accéder au monde réel. Mais l'une des principales raisons pour lesquelles il est parfois très difficile d'accepter le discours sociologique, c'est parce qu'il est très difficile de se défaire de sa socialisation. La socialisation, c'est le phénomène créé par les instances qui nous ont permis de devenir des êtres sociaux. On distingue souvent deux types de socialisation, la socialisation primaire, qui intervient pendant la toute petite enfance, et la socialisation secondaire, qui intervient tout au long de notre vie. Pour simplifier vraiment très rapidement, la socialisation primaire est plus ou moins faite par nos parents et notre famille, et la socialisation secondaire plutôt faite par nos pairs, c'est-à-dire nos égaux du même âge, et le monde du travail et le monde extérieur de façon générale. Oui, c'est évident qu'on subit une socialisation tout au cours de notre vie. Quand on arrive dans une nouvelle entreprise, par exemple, il faut qu'on se fasse à l'entreprise, qu'on accepte les petites règles qui régissent l'entreprise, parce que ici on appelle Bob Bobby, et puis la machine à café c'est jamais avant 10h, il faut apprendre tout ça. Et c'est une forme de socialisation. Mais s'il y a des formes de socialisation comme ça qui relèvent plus de l'adaptation, d'autres sont profondément ancrées et incorporées dans nos êtres, et plus spécifiquement dans nos corps. Le sociologue Pierre Bourdieu avait pris l'habitude d'utiliser le mot d'habitus pour parler de ce type de socialisation. Alors, pour simplifier, l'habitus, ça va être la socialisation de laquelle on ne peut pas s'abstraire. C'est souvent la socialisation qui intervient dans la petite enfance, la socialisation primaire. Ces socialisations primaires sont souvent les socialisations les plus fortes en termes de construction d'identité, puisque c'est là qu'on va apprendre à gérer nos identités en termes de genre, de classe sociale, même de spatialité, puisqu'on ne se comporte pas pareil dans le monde social si on est masculin ou féminin, si on est fils de cadre ou fils d'ouvrier, ou si on habite au plein cœur de Paris ou au beau milieu de la campagne. Et si on peut connaître de nombreux changements au cours de notre vie, comme changer de sexe, simplement déménager ou connaître une mobilité sociale ascendante, il faudra toute notre vie qu'on lutte contre cette socialisation primaire qui nous a définis en tant qu'individu sociétal. Pour prendre l'exemple de Bourdieu, il a mis au point le concept d'habitus en parallèle avec celui de violence symbolique en analysant sa propre situation. Lui-même vient d'un petit village paumé de la campagne. Étant très bon élève, il a réussi à rentrer à l'école normale supérieure et est donc monté à Paris pour faire des études de philosophie. Une fois agrégé de philosophie, il avait alors accompli le nec plus ultra de la formation scolaire. Il avait acquis la plus haute distinction en termes institutionnels qu'on pouvait alors acquérir à l'époque. Oui, parce qu'on parle d'une époque où c'était encore la classe de faire des lettres et de la philosophie. Et on pourrait croire qu'après avoir réussi tout ça, il aurait pu se dire « Bon, c'est bon, cette fois j'ai réussi, je suis ultra légitime. » Eh ben c'est pas si simple. Et oui, parce qu'en montant à Paris, en devenant élève de l'école normale supérieure, il a alors côtoyé des étudiants parisiens qui avaient toujours grandi et évolué dans ce milieu très éduqué et connaissaient déjà tous les codes sociaux pour se faire accepter par l'intelligentsia de l'époque. Or lui, ces codes sociaux, on ne lui avait jamais enseigné. Il a dû tout apprendre tout seul. Et même s'il ne s'en est finalement pas trop mal sorti, il a toujours ressenti l'impression de ne pas être à sa place dans ce monde intellectuel. Que ce soit vrai ou pas, il a toujours eu l'impression que ces enfants de bonne famille qui connaissaient tous les codes sociaux de bienséance se moquaient de lui pour ne pas connaître ces mêmes codes. Et c'est comme ça qu'il a inventé le concept de violence symbolique. Une violence qui n'est ni physique, ni verbale, mais qui se ressent au plus profond de son être, comme le fait de ne pas être à sa place, d'être exclu d'un milieu social donné. Et c'est là la dure loi de l'habitus. C'est que même après avoir analysé tout ce que je viens de vous dire, et avoir très bien compris que cette violence symbolique, il la ressentait uniquement parce qu'il venait de la campagne et qu'il n'était pas habitué au code parisien, ça ne l'a jamais empêché de ressentir cette violence. Avoir conscience du caractère construit des éléments du monde social ne rend pas pour autant ces éléments moins vrais. Je croyais que c'était pas réel. L'esprit pense que ça l'est. Si on se fait tuer dans la matrice, on meurt ici. On ne peut survivre sans l'esprit. Si j'ai autant insisté là-dessus, c'est parce que c'est quelque chose que l'on voit bien dans Matrix et qui est montré, je trouve, d'une façon brillante et subtile. Parce que les Wachowski sont subtils. Quand Matrix est sorti, on a souvent reproché aux comédiens incarnant Neo et aux acteurs jouant Trinity et Morpheus d'avoir un jeu très lisse, monolithique,
laissant passer très peu d'émotions. De fait, ils ont un visage souvent impassible face à la plupart des situations, c'est également le cas de la plupart des personnages qui expriment leurs sensations de façon pour le moins très subtile si ce n'est quasiment inexistante. Loin d'être à mettre sur le compte d'un mauvais jeu d'acteur, c'est au contraire un choix réel de réalisation de la part des frères et sœurs Wachowski. Cela montre que l'effet qu'a la matrice sur les humains est de les mener à une déshumanisation totale. L'exemple le plus parlant étant évidemment celui des agents qui incarnent les règles de la matrice appliquées de façon la plus extrême. Ils ne laissent transparaître aucune émotion, ils parlent de façon lente, hachée et détachée en toutes circonstances, et ils portent des vêtements qui en font les incarnations sans identité de la réussite capitaliste. Par la suite, il est intéressant de remarquer que, même une fois libérés de l'emprise de la matrice, les individus restent assez froids et déshumanisés, comme si malgré leur connaissance de la réalité et des règles de la matrice, ils restaient le résultat de cette déshumanisation. Comme pour appuyer ce propos, il est par ailleurs notable que les seuls personnages un tant soit peu expressifs sont les jeunes, qui ont été libérés suffisamment tôt pour échapper à la déshumanisation, ou ceux comme Tank et Dozer qui sont nés sur la cité libre de Sion et qui n'ont donc jamais connu le conditionnement de la matrice. Le message est donc clair, il est très difficile de se défaire des effets de la socialisation. Même en prenant conscience de la réalité des choses et du monde qui nous entoure, nous restons le produit de la société qui nous a créés. Et voilà, cet épisode de Sociologie qui est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Non, vraiment, merci. Alors, j'ai pas encore de Facebook, Twitter et quoi que ce soit. Vous pouvez cependant liker la vidéo, la partager si elle vous a plu. Et sinon, moi je vous dis à bientôt. Et en attendant, je vous conseille de vous abonner à la chaîne Sociologique. Sinon, nous sommes capables de vous faire résonner directement dans les oreilles le dernier album de Justin Bieber partout où vous irez. Prenez la bonne décision, Monsieur Anderson. Complètement con. On est bien d'accord.